Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal Les Biotech. Dans notre point d'actu, nous verrons tout ce qu'il faut savoir sur les dossiers GenSight, GenFit et le coup de cœur de Biotech Finance Sensorion. Et dans l'interview, je recevrai Sébastien Pelletier, président du directoire de Valbiotis. Le journal Les Biotech, c'est parti. Et on retrouve pour ce point d'actu Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Et on commence avec GenSight. La fin peut-être du feuilleton des résultats de GenSight, des résultats qui nous auront tenus en haleine, qui pour cette biotech qui développe une thérapie génique dans la neuropathie optique de Leber. Il y avait des résultats qu'on attendait à 96 semaines, des résultats d'études reverse. On n'a pas toujours... il n'a pas toujours été facile de comprendre les résultats développés par GenSight. Ce qu'on peut dire, c'est que ces résultats, 96 semaines, ils sont bons. Est-ce que le voile, sans mauvais jeu de mots, est levé? Alors, effectivement, ils sont bons. Enfin, on ne peut pas contester que ces résultats soient corrects. On avait eu des résultats à 72 semaines dans cette étude reverse. Oui. Reverse, c'est les patients qui ont été diagnostiqués qui ont été traités entre 6 et 12 mois après le diagnostic de la maladie. Oui. Une autre étude Rescue pour les patients traités moins de 6 mois après le diagnostic. Donc, on avait des résultats à 72 semaines. Et à 96 semaines, ils sont meilleurs. Ça tombe bien, entre la 48e et la 72e semaine, ils s'améliorent aussi. Donc, on a une tendance qui est linéaire et qui franchit la barre des 15 lettres. Alors, voilà, il y a cette mesure de l'acuité visuelle des patients, qui est l'échelle ETDRS. Et on est à 15,4 en moyenne sur la population de patients de l'essai. C'est un seuil qui est considéré comme cliniquement pertinent. Ce n'est pas GenSight qui le dit, c'est la FDA qui le dit. On l'a vu dans des études menées par Novartis avec le Lucentis, par exemple, avec Santhera pour un produit molécule chimique qui a été approuvé dans la même indication. C'est cliniquement pertinent quand on franchit les 15 lettres. Donc, ils les ont franchis. Il y a tout un panel d'autres données de qualité de vie, de perception des contrastes également, sur laquelle le produit de GenSight a été testé. Là aussi, on est au-dessus, on est bon, on est au-dessus des résultats publiés par Santhera pour son produit dans la neuropathie optique héréditaire de Leber qui a été approuvé il y a quelques années. Donc, on coche toutes les cases. Bon. On coche toutes les cases. Sur le plan clinique, en tout cas, on est sorti de l'obscurité. Bon, alors, ce sont des essais de phase 3. On l'a dit, il y a encore Rescue avec des résultats qui doivent tomber quand même. Maintenant, voilà, si je suis un petit peu, la prochaine étape, c'est quoi? C'est l'autorisation de mise sur le marché? Alors, il y a aussi une étude aux États-Unis, Reflect, pour laquelle le recrutement est terminé. Il y aura à peu près un an de décalage avec les essais en Europe, exactement. La société, elle veut déposer un dossier d'enregistrement cette année, donc il y a une AMM qui suivra 2020, peut-être fin 2020. Enfin, c'est cet horizon-là. Le vrai défi pour GenSight, alors, reconnaître que le design de l'essai de phase 3 n'était pas bon, puisqu'on se souvient de cette histoire entre les deux yeux. Donc comment l'œil non traité s'améliorait presque aussi bien que l'œil traité. Or, c'était l'œil comparateur, donc effectivement, les données, le critère primaire n'est pas du tout atteint. Mais bon, quelque part, tout le reste des données montre que le produit agit, y compris sur l'œil non traité. Donc ça, il va falloir discuter ça avec les autorités. On pense que ça, c'est pas le plus gros obstacle à franchir. Peut-être que le plus compliqué, ce sera la deuxième étape, c'est négocier le prix, justifier un prix. GenSight a fait des promesses à ses actionnaires d'un potentiel de blockbuster pour ce produit GS010, avec des traitements qui seraient en ligne avec ceux que Spark a obtenus. Spark, c'était quoi? C'était de l'ordre de millions de dollars? Voilà, un peu en dessous, un peu plus de 800 000 $ de list price, c'est-à-dire de prix catalogue, entre guillemets. C'est cette capacité de prix, c'est-à-dire autour du million pour un traitement censé résorber la cécité, une maladie qui provoque la cécité. Donc, atteindre cette promesse-là et puis réaliser le potentiel de blockbuster, ça c'est une autre histoire qui commence. Et ça va pas être facile forcément. Bon. Alors, que serait un point d'actu sans GenFit? On attend toujours les résultats de phase 3 d'ici la fin de l'année avec l'élafibranor dans la NASH. Mais là, ils ont annoncé le lancement de 2 nouveaux essais cliniques, toujours avec le même produit, mais en complément de GLP-1, SGLT2, là, cette technique, tout ça. Et allez, on est entre nous, une question m'est venue à l'esprit comme ça. Est-ce que c'est un peu pour
pour meubler justement en attendant la fin de l'année, ou est-ce que c'est vraiment important ces nouveaux essais? Alors, ça a son importance, effectivement. Alors, ce ne sera rien sans les résultats positifs d'Elafibranor qu'on attend d'ici la fin de l'année. GLP-1, c'est un traitement, c'est une classe de médicaments qui sont aujourd'hui administrés chez une grande partie des patients diabétiques, diabète de type 2. Les SGLT2 sont une autre classe pour les patients, notamment diabétiques, obèses. Et dans les deux cas, on a affaire à deux populations qui sont souvent aussi NASH. Trois quarts des patients diabétiques type 2 ont la NASH. Plus de 80% des patients obèses en souffrent. Ce sont donc des patients qui demain seraient concernés et commercialisés dans la NASH, se retrouveront de facto en situation de prendre les deux médicaments en même temps. Donc l'intérêt pour GenFit aujourd'hui, en lançant ces essais, c'est d'obtenir d'ici l'approbation la mise sur le marché, de sa mise sur le marché 2021, à l'horizon 2021. On aura des données de ces études et dans le meilleur des cas, on montrera des synergies, une potentialisation du potentiel du produit en combinaison avec ces médicaments. À minima, on montrera une efficacité conjointe, mais en tout cas, on aura, au moment où il faudra faire l'effort marketing auprès des médecins, auprès des prescripteurs dans le domaine de la NASH, pour leur dire qu'il y a déjà un retour d'expérience sur la prise du traitement avec des médicaments déjà pris par les patients concernés en fait. En fait, cet essai, c'est vraiment un moyen de préparer le terrain à la commercialisation future du produit dans la NASH. D'autant plus que j'ai lu qu'ils allaient utiliser avec leur test de diagnostic sanguin NINS4, c'est bien ça. Histoire aussi, là aussi, on le sait, le diagnostic, le test de diagnostic, c'est aussi un enjeu important dans la NASH. Alors c'est un enjeu majeur, GenFit a déjà publié des données sur l'efficacité de ce test sanguin non invasif. Aujourd'hui, le seul moyen de diagnostic approuvé, c'est la biopsie, c'est celui qui est utilisé dans l'étude qui est menée actuellement, la phase 3 en cours avec Elafibranor. On sait que ce n'est pas quelque chose de viable, ce n'est pas avec ça qu'on fera de ces produits, d'Elafibranor ou des autres, de grands produits, de grands blockbusters. Il n'y a pas des centaines de milliers ou des millions de gens qui se feront faire des biopsies pour la NASH. Donc ce test, il va également être utilisé dans l'essai clinique en combinaison. Il est extrêmement important pour débloquer le potentiel du marché. Bon voilà, quand même, il nous tarde ces résultats de phase 3 pour GenFit. Voilà. Allez, on termine avec votre coup de cœur Sensorion. On connaît biotech spécialisée dans les maladies de l'oreille, notamment on pense à la névrite vestibulaire ou à la surdité brusque, mais ce n'est pas forcément sur ces deux candidats médicaments que vous allez parler, plutôt sur un accord obtenu avec l'Institut Pasteur, c'est ça Pierre-Louis? Exactement. Alors, disons-le tout de suite, ce n'est pas cet accord qui va changer à court terme le destin de Sensorion, mais il est quand même intéressant. C'est un accord de partenariat avec l'Institut Pasteur, donc institut de recherche dont est issu Sensorion, et c'est porte sur une option de licence exclusive sur des programmes de thérapie génique menés à l'Institut Pasteur sur des maladies génétiques de l'oreille interne, des maladies qui ne sont pas celles que traite aujourd'hui Sensorion, qui sont des maladies qui provoquent de la surdité profonde liée à des mutations génétiques, mais enfin on est dans le domaine de l'oreille interne et entre guillemets Sensorion aura une main sur ces programmes de thérapie génique lorsqu'ils seront un petit peu plus avancés, prêts à entrer en phase préclinique avancée, proche de la clinique. Bon, ça montre quand même la crédibilité de la société dans ce champ thérapeutique. Alors on pense qu'effectivement c'est très intéressant parce que l'Institut Pasteur est pionnière dans le domaine de l'oreille interne. La thérapie génique sera une solution forcément pour ces maladies liées à des mutations génétiques. Il y a des résultats chez l'animal, donc chez des modèles de souris qui ont été publiés en février par l'Institut Pasteur dans l'une de ces indications qui ont fait un petit peu de bruit dans le monde académique. Alors, on est encore loin de la bourse, on est encore loin effectivement des produits en clinique, mais enfin c'est quand même une marque forte. On sait qu'à côté, Sensorion a un partenariat avec Cochlear dans un tout autre domaine qui est la combinaison entre les médicaments de Sensorion et les implants cochléaires de cette société australienne. En fait, Sensorion, avec cet accord, nous donne vraiment l'image d'une société qui, entre son bien pipeline placé, de produits avancés, son accord avec Cochlear dans les combinaisons avec des implants et ce partenariat avec l'Institut Pasteur, vraiment une société pionnière et leader dans le domaine des maladies de l'oreille interne. Alors, tout en sachant que c'est le second semestre, malgré tout, qui va quand même déterminer, on l'a dit, en bourse, et notamment donc l'essai dans la névrite vestibulaire, second semestre de l'année, c'est ça un peu le Voilà, c'est au second semestre qu'on aura des résultats de phase 2 dans la névrite vestibulaire, avec Sanson, c'est le produit le plus avancé. On aura aussi
Qui a pris du retard, hein, qui avait pris du retard dans les on en essais avait et qui a parlé été ici, sanctionné, ouais, tout à avec fait. la dirigeante Nawal Ouzraine. Il y a eu un retard, ils ont redimensionné l'essai. Mais là, là, il n'y aura plus de retard. De toute façon, il n'y aura plus le choix. Autonomie financière limitée. Puisque ça correspond à l'autonomie financière de la société, hein, qui ne permet pas de finir l'année. Donc on a vraiment besoin de ces résultats-là pour redonner confiance, soit pour lever des fonds, soit pour signer un partenariat. Pour 111, il y a aussi 405, un petit peu le joker, parce qu'on aura des résultats intermédiaires de phase 2. Dans la surdité brusque, là. Dans la surdité brusque, c'est ça, au deuxième semestre. Donc, super accord avec Pasteur, félicitations. Maintenant, effectivement, si on n'a pas de bon résultat avec 111, tout ça aura été vain. Bon, je suis sûr que les investisseurs vous auront écouté avec une oreille attentive. Merci Pierre-Louis. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'interview Sébastien Pelletier, président du directoire de Valbiotis. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Valbiotis? Société créée en 2014, introduite en bourse en 2017, spécialiste de la nutrition santé, avec un adage qui pourrait être un petit peu prévenir, c'est guérir. Votre but, c'est d'aller cibler ces populations qui ont des facteurs de risque de développer des maladies, que ce soit peut-être dans le diabète, dans la NASH, et grâce à vos produits, finalement, de stabiliser, voire d'améliorer leur état. Votre actif principal, c'est Valédia. Valédia dans le prédiabète, justement. On sait que c'est une population, allez, on va dire, d'à peu près 180 millions de personnes en Europe et aux États-Unis qui seraient concernées. Et vous nous avez annoncé une étape importante avant le 31 juillet de cette année. Voilà, ce sera l'événement de l'été pour Valbiotis. Les résultats de phase 2A. Pourquoi c'est un rendez-vous particulièrement important pour Valbiotis? Alors c'est un résultat important qu'on attend parce que, c'est notre première phase 2A, surtout le pipeline, donc forcément c'est important pour la société. C'est l'essai clinique qui va aussi pouvoir, on l'espère, valider l'efficacité de Valédia sur sa population cible, à savoir une population prédiabétique. C'est un résultat qui est extrêmement important parce qu'ensuite on a une phase 2B qui va se réaliser en Europe et en Amérique du Nord, mais on devra reproduire les résultats de la phase 2A avec un peu plus de monde. Donc finalement, le risque, il est maintenant, il n'est pas après les résultats de la 2A. Donc pour nous, c'est une étape majeure parce qu'on va pouvoir valider l'efficacité de Valédia sur les populations prédiabétiques et ça sera forcément un catalyseur extrêmement important dans la perspective d'un partenariat. Alors vous venez d'annoncer cette semaine la réussite de la transposition industrielle avec votre partenaire Pierre Fabre, c'est-à-dire une forme de transfert de la capacité de production à votre partenaire. Vous venez de nous parler de la brique clinique, entre guillemets, les essais cliniques. Il y a cette brique industrielle. Quelles sont les autres briques qu'il faudra un petit peu ajouter au puzzle pour la maturité du lancement du produit? Tu peux expliquer ce que c'est que cette brique industrielle, parce que je pense que ce n'est pas forcément clair pour les gens qui nous regardent. Oui, avec plaisir. Effectivement, les études cliniques sont importantes, c'est une certitude, mais dans la perspective d'une commercialisation, d'une allégation santé, il y a la brique scientifique et clinique, il y a la brique propriété intellectuelle. Sans propriété intellectuelle forte, il n'y a pas de partenariat. On a validé la propriété intellectuelle de Valédia en Europe et aux États-Unis sur la plus haute protection. Il y a la brique, bien évidemment, commercialisation, qu'on comprend, mais il y a la brique aussi transposition industrielle. Avoir un produit finalement avec des beaux résultats cliniques, mais qu'on ne saurait pas mettre sur le marché avec des volumes importants, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est ce qu'on vient de valider avec notre partenaire Pierre Fabre. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, concrètement, on sait produire Valédia de manière industrielle, conformément aux normes européennes et nord-américaines simultanément, parce qu'il y a toujours des petites différences. Ça veut dire que les phases 2B seront réalisées avec des lots industriels, et ça veut dire aussi que dans la perspective d'un partenariat, à partir de cet été, si les résultats sont positifs, on pourra lui dire voilà, les résultats sont positifs, maintenant il faut reproduire ces mêmes résultats, mais en plus on sait produire, ce qui fait que concrètement, si on veut commercialiser Valédia, on est en capacité industrielle de produire pour des populations européennes et nord-américaines. Bon, alors on l'a vu un petit peu, on va se projeter un peu dans le futur. On est au 31 juillet, les essais de phase 2A sont bons, c'est tout ce que je vous souhaite. Qu'est-ce qui se passe après? C'est le lancement immédiatement, un peu plus tard, de cette phase 2B, c'est la recherche d'un partenaire, les deux se font simultanément, vous finissez d'abord cette phase 2B, quelle va être un petit peu la suite des événements? Alors notre stratégie est la même depuis on va dire la création de la société. Cette étape d'industrialisation est importante puisque en fait on est en train de produire les lots industriels des phases 2B, donc l'idée effectivement c'est de commencer les phases 2B juste après
la phase 2A pour ne Pas de pas repos perdre du estival. temps Hop, c'est parti. exactement, dans le timing de dépôt du dossier d'allégation en 2021. Donc c'est 2021 maintenant. On était parti au début, je crois, sur 2020. Maintenant. 2020, c'est 2021, parce qu'on a pris un petit peu de retard, D'accord. 6 mois de retard concrètement sur les résultats de la 2A. Et cette phase 2B est la phase finale. Dans votre Et la cas, phase finale, il n'y aura pas de phase pas de 3. phase 3. Et c'est aussi simultanément, on voudrait réaliser un partenariat. On a toujours été très clair là-dessus. On ne voulait pas signer de partenariat avant les résultats de la 2A. Là, cette fois-ci, on aura les résultats de la 2A. Et là, on estime que c'est le bon moment pour signer un partenariat avant le dépôt du dossier d'allégation, notamment en Europe en 2021. Alors, objectif, un partenaire. Qu'est-ce qui va vous apporter ce partenaire, au-delà évidemment des moyens financiers nécessaires pour une phase 2B qui sera plus importante, en plus aux États-Unis. Il y a des enjeux, on en a parlé avec ces histoires de briques, il y a des enjeux cliniques, mais aussi des enjeux réglementaires, des enjeux industriels. Alors, qu'est-ce qui va vous apporter? Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Et comment va se configurer un peu ce partenariat? Est-ce que vous allez leur donner le produit et puis débrouillez-vous? J'imagine que ce n'est pas ça la réponse. Quelle vision vous avez aujourd'hui? Alors la vision qu'on a, déjà on cherche un partenaire stratégique, c'est-à-dire qui fit bien avec notre approche, un partenaire qui a envie de développer la thématique du prédiabète, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. En Amérique, c'est déjà développé, mais qui a envie de la pousser plus loin, qui a envie de réaliser du diagnostic, de pousser le diagnostic du prédiabète, qui a envie d'un canal professionnel de santé, médecins, pharmaciens, produits poussés par les professionnels de santé. Donc effectivement, spontanément, on pense aux laboratoires pharmaceutiques spécialisés dans le diabète qui ont une branche OTC consumer. Le type de partenariat, de structure de deal peut être tout à fait un upfront, des paiements d'étapes et des royalties, un upfront au moment où il prend la licence, des paiements d'étapes liés par exemple au déroulé des essais cliniques, premier volontaire inclus, bien évidemment succès de l'essai clinique, de l'allégation santé et commercialisation, et royalties sur le chiffre d'affaires du licencié. Alors là, vous vous attaquez au prédiabète qui n'est pas réellement une maladie, c'est un ensemble d'un espèce de tableau clinique qui indique qu'il y a des risques d'évolution vers le diabète. N'avancez pas avec un médicament mais un complément alimentaire. Est-ce que les laboratoires pharmaceutiques vont être à l'aise sur ce terrain-là? Est-ce que c'est pas peut-être dans l'industrie agroalimentaire aussi qu'il pourrait y avoir un partenaire? Est-ce que là encore, vous avez déjà une vision de… Oui, on a une bonne vision parce qu'on a déjà rencontré plusieurs potentiels partenaires. De manière simplifiée, il y a 3 types de partenaires. Il y a effectivement les laboratoires pharmaceutiques spécialisés dans le diabète et qui en parallèle ont une branche OTC et consumer et qui savent particulièrement vendre du complément alimentaire avec preuve clinique. Donc ça, ils savent déjà faire. Il y aura beaucoup de Il y a des marketing, Sanofi par exemple qui savent faire ça. On peut penser à Bayer, on peut penser à Pfizer. Ensuite, il y a les personnes qui sont dans le diagnostic, LifeScan ou Roche Diabetes Care qui, eux, vendent du diagnostic. Donc, la thématique du prédiabète, forcément, est intéressante pour eux parce que c'est dépister du prédiabète, donc c'est vendre du diagnostic. Mais alors du diagnostic sur prescription ou pas forcément? Sur prescription ou en pharmacie. Par exemple, en France, on le voit, les pharmaciens qui ont de plus en plus un rôle à jouer dans le parcours de santé du patient. Il y a la vaccination, pourquoi pas le diagnostic du prédiabète qui pourrait se faire dans les pharmacies. Et puis ensuite, il y a des acteurs comme Nestlé Health Science qui sont un peu particuliers, qui sont justement sur la nutrition santé, mais d'un nouveau genre, avec une nouvelle classe de produits basée sur finalement un développement pharma. Ça veut dire avec des preuves cliniques et une propriété intellectuelle extrêmement solide. Le prix d'un tel produit, il ne serait pas remboursé, puisque ce ne serait pas un médicament. Est-ce qu'il pourrait constituer une barrière pour certains patients? Quelle va être votre stratégie en termes de prix? Alors, notre stratégie, c'est d'avoir un prix premium. Après, notre stratégie, et là où on a mis une barrière à l'entrée assez importante, c'est qu'on a réussi à avoir un coût de production finalement dans les coûts de production du complément alimentaire aujourd'hui qui ne nécessite pas de preuve clinique. Donc aujourd'hui, on n'a pas le même produit, mais on a réussi à avoir un coût de production en adéquation. Vous avez de la valeur ajoutée pour le même coût de production. Exactement. Et donc la fixation du prix, c'est un paramètre qui est extrêmement important, qu'on verra aussi avec notre partenaire commercial. Il faut que ça soit un prix premium, pour autant avec une bonne acceptabilité en Europe et en Amérique du Nord. Et donc là, on fera des études consommateurs pour voir quel niveau de prix est acceptable pour le consommateur, pour le patient.
Alors, on l'a vu, Valedia, c'est le principal actif, en tout cas le plus développé, mais le principe actif, c'est Totum 63. On le retrouve dans une autre indication pour les gens qui sont là aussi facteurs de risque pour la NASH, qu'on connaît bien parce qu'elle est traitée par beaucoup d'autres biotech, mais c'est pas non plus le seul actif que vous avez. Vous avez un autre Val07 dans le cholestérol, et vous avez également LPD 64, cette fois-ci dans le surpoids et l'obésité. Alors, abondance de biens ne nuit pas, mais comment vous allez pouvoir organiser un peu la suite d'exploitation de tout ce portefeuille? Comment vous allez séquencer tout ça? Alors, déjà, la première réponse, c'est que toute la société aujourd'hui est focalisée sur Valedia et le prédiabète. Ça, c'est l'élément, le premier élément. Ensuite, si on a la capacité financière, la deuxième indication qu'on ira chercher, ouais. C'est la diminution du risque de NASH, parce qu'effectivement, c'est un nouveau marché. Il y a des acteurs qui sont en train de faire beaucoup de pédagogie sur ce marché-là, auprès des autorités, auprès des patients. C'est parfait. Il y a la FDA qui s'est positionnée au mois de décembre en 2018 en disant que la NAFL, la stéatose hépatique, l'approche médicamenteuse n'était pas la bonne voie réglementaire, ce qui légitime notre voie réglementaire sur un marché donc, qui est important. Ça, c'est le stade pré-NASH, c'est ça? Pré-NASH, et qui est une vraie problématique pour le patient. Et la troisième indication où on souhaite aller rapidement, c'est Val07, c'est la diminution du LDL cholestérol pour aller cibler des personnes qui ont une élévation finalement du mauvais cholestérol, mais qui ont un tableau clinique pas très compliqué finalement, pour lesquels la prescription d'une première statine, d'un premier médicament ne serait pas encore judicieux. Et donc là, effectivement, il y a un marché qui est déjà existant, puisque le LDL cholestérol, on sait le mesurer, on sait diagnostiquer des personnes qui ont une élévation légère à modérée. Il manque tout simplement un produit derrière. Et alors, Sébastien Vestier, vous avez la trésorerie pour faire tout ça? C'est que vous êtes refinancé au second semestre 2018, donc ça vous donne, vous avez été reçu aussi une subvention de quasiment 900 000 € en début d'année. Ça vous donne à peu près combien d'autonomie financière, et puis qu'est-ce que vous pouvez faire de ce montant finalement? Alors, on a annoncé la continuité d'exploitation fin mars, ce qui fait qu'à minima, on avance jusqu'à fin mars 2020. Entre-temps, on a reçu pour un peu plus de 800 000 € de subventions, dont 500 000 € de subventions de la Nouvelle-Aquitaine qui n'étaient pas dans la continuité d'exploitation. Donc, ça nous laisse une marge de manœuvre un peu significative. Donc on tient un peu au-delà de mars 2020. Donc on est plutôt content parce qu'en fait on a bien fait concrètement de faire ce placement privé qui nous a permis d'aborder les résultats avec une position de trésorerie solide, qui nous permet aujourd'hui de lancer la production des lots cliniques pour les phases 2B et donc de ne pas perdre de temps par rapport à notre calendrier. Alors, si je vous comprends bien, le lancement de tous ces programmes dans le cholestérol, dans la pré-NASH, dépendront un petit peu de la signature d'un partenariat, d'une réussite déjà dans le prédiabète et d'un partenariat. Entre ces deux indications, laquelle vous pourriez privilégier? On a l'impression qu'elles sont très différentes. D'un côté, on a la NASH qui est un nouveau marché, il n'y a pas encore de médicaments, les premiers vont arriver si tout va bien. Le cholestérol fait tout l'inverse, il y a beaucoup de génériques, mais au moins les patients sont très sensibilisés. Alors, de quel côté penche la balance? C'est une question qui est difficile. Les deux. Après, effectivement, si on doit choisir, la NAFL nous intéresse beaucoup parce que c'est une problématique de santé extrêmement importante qui n'est pas prise en considération aujourd'hui, pour lesquelles il n'y a aucune solution. Donc le cœur irait plutôt vers la NAFL si on devait faire un choix. Vous pourriez profiter des investissements un peu de sensibilisation aussi qui sont menés. Complètement, oui. Mais voilà, un produit en développement, des projets plein les cartons. C'était Sébastien Pelletier, président du directoire de Valbiotis. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci Pierre-Louis. À votre service, Laurent. Le journal des biotech, c'est terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.